Le franc-maçon puise sa force d'âme dans une éthique commune à toutes les croyances fondées sur des messages forts venus d'initiés à travers les âges. L'initié a en lui une foi qui est une totalité intérieure d'exaltation dans le sens des valeurs de la vie qui fait dire au populaire qu'elle peut renverser des montagnes. Alors face à l'ignominie, face à la nécessité de se battre, face à la nécessité de résister, cette spiritualité est une aide. On se souvient par exemple du soufi Rumi qui disait « Viens, qui que tu sois, croyant ou incroyant, c'est ici la demeure de l'espoir, et croyez-moi, en 41, 42 ou 43, il fallait avoir beaucoup d'espoir. » Le franc-maçon est de ceux, et c'est très important, croyez-moi, quand on se trouve à Fresnes et qu'on est en train de vous envoyer sur les mains la machine qui les détruit et qui coupe les doigts. Le franc-maçon aborde facilement l'idée de la mort. Il peut en faire, comme certains autres, une grâce, un paradis d'Allah, un nirvana, un orient éternel ou un néant total. Mais il essaie d'être familiarisé avec la mort. Ce côtoiement donne une force d'âme devant l'inéluctable, et par les dangers, la souffrance, le coup meurtrier qui est annoncé, redouté, et auquel on essaie de se préparer dans l'ombre en se disant c'est pour tout à l'heure ou c'est pour demain. Il y en a ici qui le savent bien. La résistance de l'esprit ainsi construite et vécue permet d'aller toujours plus loin si le combat l'exige, c'est-à-dire au-delà même de ce coin secret, bien libre qu'est au fond de chaque être, là où tout s'arrête et où il n'y a plus que la poésie pour franchir l'inconnu, voire l'indicible. Il y a Picabia qui a très bien dit ça dans un poème qui s'appelle Mon coin. Souvent d'ailleurs, on arrive à cette poésie ou on arrive à l'art par la résistance de l'esprit. La résistance au-delà des grands poètes, Desnos, Soupeau, Éluard, Pierre-Emmanuel, Aragon, a recueilli des poèmes nés dans les camps, les prisons, les maquis, ou tout simplement dans l'attente de la mort. Ricoeur définissait assez bien ce volontarisme de l'esprit en disant « Quand l'esprit désigne de la main la fin à attendre, il ne faut regarder que la main. » Le philosophe protestant montrait ainsi que l'autre rive était peut-être dans le cachet. Mais cet esprit est devenu action. Pierre Bloch, animé par cet esprit que j'ai essayé de vous résumer, dirige le premier parachutage. Louise Weiss, il y avait des femmes, ne l'oublions pas, organise le renseignement. Blanche Ferron, de la loge féminine numéro 1, qui doit s'appeler le libre examen. Chaque nuit, scie des millimètres de barreaux dans son commando tchécoslovaque. Léon Boudebien résiste à la torture et au froid de Natzwiller en écrivant les vers du gourou. Pierre Brossolette, pour ne pas parler, saute 2 fois des fenêtres de la Gestapo. Meunier réunit le premier séonnaire de Jean Moulin avec Chambéron. À Marseille, c'est Malacrida de la loge L'Étoile de l'Accro qui unifie un groupe de combat. À Paris, c'est Kirchmeyer, à Eschen, Marc Rucard du droit humain, futur ministre, qui crée le mouvement de résistance qui est une véritable loge maçonnique engagée comme mouvement de résistance et qui s'appela Patriam Recuperare. Et à Lyon, ça sera le Coq enchaîné, dont un des membres était M. Pradel, futur maire de Lyon, et auquel se référença le général de Gaulle, qui leur envoya un message d'encouragement. Le corps sera détruit, mais pas la pensée. Chaque homme dans sa nuit s'en va vers la lumière, disait déjà Hugo. C'était cela, je crois, Monsieur le Président, la résistance de l'esprit. Et dans les temples maçonniques, sous l'invocation « Gémissons, gémissons, mais espérons », à ces portes, on voit de longues colonnes de noms, unis dans le silence, mais vivants dans les mémoires. On voit là que l'espérance a été transmise. Merci.